L'opinion populaire. Amateurs de True Crime, ce segment est pour vous. Je suis fasciné par l'histoire du juge, de l'ancien juge Jacques Delisle. Il a 88 ans. Vous le savez, il a été accusé du meurtre prémédité de son épouse. Ça fait 14 ans que ça dure. Là, il y a un deuxième procès qui va commencer. On va en parler avec quelqu'un qui suit ça depuis très longtemps. L'excellente journaliste d'enquête au Journal de Montréal, Catherine Lamontagne. Salut, Catherine. Salut. Ça fait combien de temps tu couvres ça, toi? Personne? Ben, pratiquement depuis le début, là. Moi, j'ai couvert le procès en 2012. Fait que ça fait plus de 10 ans que je suis là-dedans. Ouais. Mais comment ça se... J'allais dire, et c'est vraiment une saga qui a été marquée là, de rebondissement en rebondissement. Alors, en 2012, j'aurais pas pu prévoir tout ce qu'on est en train de vivre dans cette affaire-là. Ça, c'est écoute, bien sûr, on va faire un résumé de cette affaire-là. Toi qui as suivi ça de très près. D'ailleurs, tes textes sont tout le temps super passionnants là-dessus. Donc, vas-y, rappelle-nous les grandes lignes de l'histoire. Ben écoute, on peut te faire un résumé quand même global. Là. Tu l'as dit, Jacques Delisle a été reconnu coupable en 2012 du meurtre prémédité de son épouse. Il a marqué l'histoire à ce moment-là, parce que c'est devenu le premier juge au Canada à être condamné pour l'infraction la plus grave quand même qui est prévue au Code criminel. Jacques Delisle a toujours clamé son innocence. Lui a toujours dit que sa femme, qui était handicapée, s'était enlevé la vie, qu'elle était dépressive. Donc, il a porté sa cause en appel. Il y a eu un revers. Il a tenté de s'adresser à la Cour suprême qui n'a pas voulu se pencher sur le dossier. Donc, en 2015, coup de théâtre, Jacques Delisle, qui n'avait pas témoigné de son procès, prend la parole, livre sa version des faits, dit qu'il a finalement aidé sa femme à s'enlever la vie en lui fournissant une arme chargée, mais qu'elle a elle-même mis fin à ses jours. Avec cette nouvelle déclaration-là et des expertises là, provenant de scientifiques des quatre coins du Canada, s'adresse au ministre fédéral de la Justice pour demander un nouveau procès. Le ministre de la Justice va enquêter pendant 6 ans sur cette affaire-là et en 2021, autre revirement, le ministre ordonne un nouveau procès au motif qu'il est convaincu qu'il y a eu une possible erreur judiciaire là-dedans. En 2021, Jacques Delisle va sortir de prison sous plusieurs conditions, évidemment, dans l'attente de son nouveau procès. Et une année plus tard, autre revirement, Jacques Delisle va obtenir un arrêt des procédures, donc il sera libéré de l'accusation de meurtre prémédité qui pèse contre lui, au motif que la couronne a commis des erreurs. Dans le fond, que le pathologiste qui a fait l'autopsie de la défunte, Nicole Rainville, avait fait preuve d'une négligence inacceptable dans ce dossier-là et que la tenue d'un second procès, ça serait impossible dans le fond parce que Jacques Delisle n'aurait pas tout ce qu'il lui faut pour se défendre, pour présenter des preuves d'experts et pour essayer de démontrer à un jury, essayer de soulever un doute raisonnable à un jury en disant, ben non, c'est pas un meurtre, c'est un suicide. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est que la Cour d'appel vient de casser cet arrêt des procédures-là. La Cour d'appel vient de dire, oui, il y a eu une erreur importante, oui, il y a eu une négligence inacceptable du pathologiste de la couronne au moment de l'autopsie à l'époque, mais cette erreur-là, ce manque-là, le fait qu'il nous manque une certaine preuve, ça ne justifie pas un arrêt des procédures. L'arrêt des procédures, c'est trop draconien. Donc, il faut qu'on reprenne un procès. Ce deuxième procès-là doit se tenir. On encadrera le jury, on lui expliquera ce qui est arrivé, mais on retourne à procès et Jacques Delisle doit être jugé pour le meurtre prémédité de son épouse. Quelle histoire. Écoute, Catherine, la couronne dit que s'il a tué sa femme, est-ce que c'est par compassion? C'est un meurtre par compassion parce qu'elle était malade, handicapée, ou il voulait s'en débarrasser parce que, je sais pas, les assurances ou il y avait une maîtresse ou quoi que ce soit? La couronne a toujours tenu le même discours, là. Jacques Delisle, c'était un homme en santé qui était retraité depuis peu. Le mobile, là, c'était que Jacques Delisle avait mis fin au jour de sa femme pour aller rejoindre sa maîtresse, qui était alors là, sa secrétaire d'une 20aine d'années, sa cadette. Il y avait un mobile financier aussi que la couronne avait présenté au procès, là, comme de quoi un divorce aurait coûté des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars là, de mémoire. Donc ça, c'était vraiment... La couronne a toujours dit Jacques Delisle a mis fin au jour de sa femme. Et rappelez-vous, au procès, il y avait la fameuse tache dans la main de Nicole Rainville. Là, Nicole Rainville avait été retrouvée avec une tache de fumée noire. Et ça, pour la couronne, c'était le résultat d'un geste défensif. Donc, Nicole Rainville avait mis une main à sa tête lorsque Jacques Delisle aurait fait feu. Ça, la couronne a toujours tenu ce discours-là et c'est un discours qu'elle tient encore aujourd'hui.
la défense, la théorie a évolué. Au moment parce que tu parlais de meurtre par compassion, ça fait partie des espèces de ragots, de rumeurs là, qui circulaient avant le procès. Mais au procès en 2012, c'était clair, là, Jacques Delisle n'avait rien à voir dans le décès de sa femme. Ce qu'il disait, c'est que c'était un suicide et que lui avait quitté faire des commissions et qu'au retour, il avait retrouvé sa femme sans vie. Qu'il le En savait 2015, pas. Qu'il le savait pas non. qu'elle allait se tuer. Ben, il était pas venu témoigner Ouais. là, en 2012. Rappelez-vous, on n'a Oui, jamais oui, vraiment oui, su ben ce qui oui. s'était passé. En 2015, par exemple, on a eu une modification dans le sens que Jacques Delisle s'est incriminé en disant « Écoutez, ma femme était dépressive, elle m'a supplié d'aller chercher l'arme. » Donc, Jacques Delisle, dans ce cri du cœur-là, serait allé chercher une arme qu'il avait chez lui. Lui l'aurait chargé, aurait dit à sa femme de bien penser, aurait tenté de la convaincre, de la dissuader, en fait, de passer à l'acte. Lui aurait laissé l'arme et serait sorti faire des commissions et au retour aurait retrouvé sa femme sans vie. Donc là, c'est sur cette dernière version-là là, qu'on surfe là, du côté de la défense. OK, mais s'il était d'accord que sa femme mette fin à ses jours parce qu'elle souffrait trop, pourquoi il l'a pas fait lui-même d'abord? Là? Pourquoi il aurait laissé l'arme à sa femme puis il serait parti prendre une marche, tu sais? Ben, vous comprendrez que c'est des accusations criminelles qui sont différentes. Là. Fournir une arme prohibée chargée à quelqu'un, bon, c'est pas la même peine et c'est pas le même crime que assassiner quelqu'un. Et on se souvient, là, Jacques Delisle, lui, a été reconnu coupable du meurtre prémédité de son épouse. Là, il est en attente d'un second procès pour meurtre prémédité de son épouse, mais on sait qu'il a fait des déclarations incriminantes comme de quoi il l'aurait aidé à quelque part à mettre fin à ses jours en lui fournissant une arme prohibée chargée. On se souvient, c'est une arme prohibée aussi. C'est une arme que Jacques Delisle avait à l'époque dans son bureau, qu'il avait ramenée à la maison au moment de la retraite. Et c'est une arme qui n'était pas enregistrée, donc qui n'était pas légale. Ses enfants, est-ce qu'ils le défendent? Depuis le jour 1, ses enfants sont extrêmement solidaires de Jacques Delisle. Pour eux, ils l'ont dit, on le sent. Ils ont été présents à pratiquement toutes les procédures. Pour eux, c'est clair, leur mère s'est enlevée la vie et leur père est victime d'une erreur judiciaire. Tu le dis, au premier procès, il n'a pas témoigné. Moi, écoute, toi, tu as assisté au procès, mais moi, l'image que j'ai de Jacques Delisle par les photos, tout ça, je le trouve sinistre. Je le trouve glacial. Quand je vois sa photo, je me mets une petite laine parce que j'ai froid. Alors, est-ce que c'est à cause de ça? C'est à cause de ça qu'on ne l'a pas fait témoigner en disant, il est peut-être pas son meilleur ami, mettons là. C'est sûr que Jacques Delisle n'attire pas la sympathie par ce qu'il dégage. Là, ça, c'est clair. C'est quelqu'un de... il a été présenté comme ça aussi, là, de quelqu'un de très rigoureux, un peu austère, mais dans l'intimité avec sa famille, quelqu'un de quand même chaleureux et accueillant et encadrant. Maintenant, les raisons qui ont fait en sorte qu'il n'a pas témoigné, il y a une évolution là-dedans, mais en 2012, au procès, le témoignage de Jacques Delisle avait été annoncé. Et le lundi matin, là, on arrivait vers la toute fin du procès, Jacques Delisle devait aller témoigner et autre coup de théâtre, autre revirement, son avocat dit que la preuve était complète et que M. Delisle ne viendrait pas à la barre. Ce qu'il nous a expliqué, M. Delisle, dans un affidavit en 2015, donc toujours dans les débuts là, de sa demande de révision ministérielle, c'est que sa belle-fille serait venue le voir dans les jours précédant son témoignage pour l'implorer de ne pas témoigner, parce que ce que Jacques Delisle s'apprêtait à dire, semble-t-il, c'est qu'il avait en effet fourni l'arme chargée à sa femme pour l'aider est un grand mot, là, à mettre fin à ses jours. Et ça, quand la famille a appris ça, parce que là, ce qu'on découvrait à ce moment-là, c'est que Jacques Delisle avait menti à ses proches en disant qu'il n'y avait aucune implication là-dedans, que Jacques Delisle avait menti aux policiers en disant qu'il n'y avait aucune implication là-dedans. Et dans les jours précédant son témoignage, ses proches comprennent et apprennent en fait ce qu'il s'apprête à dire à la cour. Et là, il y a une onde de choc dans la famille. Il y a un point tel où la conjointe de son fils le supplie de ne pas témoigner, lui demande de préserver les petits-enfants de ça en disant, écoutez, la couverture médiatique est telle, qu'est-ce que les gens vont dire si en plus on apprend que, bon, vous avez l'intention là-dedans. Semble-t-il que c'est cette raison-là qui est un peu, bon, qui a été questionnée, là, puis qui peut soulever certains questionnements, évidemment, qui fait en sorte que Jacques Delisle aurait décidé, en bout de ligne, de ne pas témoigner. Un peu bizarre, ça, la bru
qui dit à son beau-père de ne pas témoigner. Catherine, je sais que tu n'es pas une chroniqueuse comme moi, tu es une journaliste rigoureuse. Qui s'en tient aux faits. Qui s'en tient aux faits. Bon, tu n'as pas, mettons, la liberté d'émettre tes opinions, peut-être comme un chroniqueur, mais j'ai reçu un message d'un ami qui est journaliste, OK? Et il m'a écrit, je ne le nommerai pas parce que c'est un message privé, mais je vais lire son message. Je ne sais pas si tu es en liberté de réagir face à ça, mais écoute, je te lis ça. On dirait que je sens le piège. Là. Non, c'est pas un piège, vraiment pas. Okay. Écoute ça. Non, mais quel gaspillage de ressources pendant que des proxénètes martyrisent des adolescentes, que des jeunes tirent du gun partout dans les rues, le DPCP s'acharne sur un vieillard sénile de 88 ans qui a quand même fait 9 ans de prison pour un crime dont tout le monde se sac aujourd'hui. Je comprends, puis je pense que c'est une opinion qui peut être partagée par bien des citoyens qui voient ça. Maintenant, je pense que tout le monde est sensible à cette situation-là. Là, Jacques Delisle a 88 ans. Il a passé 9 ans de sa vie en prison. Il a la santé d'un homme de 88 ans qui a passé 9 ans de sa vie en prison. Je sais qu'il y a des problèmes aussi de surdité. Est-ce que Jacques Delisle va avoir la santé pour passer à travers un second procès? La question se pose. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir une entente entre le DPCP et la défense pour éviter la tenue d'un second procès? On sait qu'il y a eu des discussions dans les années passées là, pour essayer de régler depuis que le ministre a ordonné un nouveau procès. Les discussions ont achoppé, il n'y a pas eu de règlement. On sait aussi que les avocats de Jacques Delisle ils ont obtenu un premier arrêt des procédures, ça a été cassé, mais ça a été très clair, eux, que si ça devait retourner à procès, ils ont d'autres outils dans leur poche. Là. Ils ont d'autres arguments pour présenter d'autres requêtes pour mener éventuellement peut-être là, à un autre arrêt des procédures. Donc, oui, là, la Cour d'appel renvoie ça devant la Cour supérieure. Oui, techniquement, on s'en va vers un deuxième procès, mais bien malin est celui qui pourra prédire qu'est-ce qui se passera d'ici là, parce qu'il y a une vaste gamme d'options et de possibilités avant qu'on en arrive à la sélection d'un jury pour le deuxième procès pour meurtre prémédité dans le dossier de Jacques Delisle. Est-ce que tu vas retourner en cours? Est-ce que c'est toi qui vas continuer à suivre ça et à écrire là-dessus? C'est mon souhait profond et sincère. OK, on envoie le message à tes patrons. Et écoute, j'ai une question. Je me demande tout le temps si les boulangers mangent du pain à la maison. Alors, toi qui suis des procès, est-ce que tu écoutes des émissions True Crime le soir quand tu arrives chez toi? Puis est-ce que tu es fan de ça? Ben oui, beaucoup, beaucoup. Je pense que l'univers judiciaire aussi a un attrait. En tout cas, moi, ça m'attire beaucoup, évidemment. Puis je pense que ma carrière a été orientée vers cet intérêt-là aussi. Mais oui, je savoure ces séries documentaires-là et je me réjouis de voir qu'il y en a beaucoup, qu'il y a beaucoup de bon matériel aussi qui se fait à Québec. On a tous écouté les séries qui venaient des États-Unis, mais il y a de l'excellent matériel qui se fait au Québec. Exactement. Et ça vaut la peine d'écouter ça aussi. Et tu fais bien de le dire. En terminant, comment t'expliques ça, toi, cette passion que les gens ont pour le true crime? Écoute, maintenant, il y a des stations de télé qui sont spécialisées là-dedans, qui se consacrent à ça. Comment t'expliques ça? Ben moi personnellement, je vais parler pour moi là, mais moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est toute l'histoire humaine dans le fond. Tu sais, souvent on va limiter le fait divers ou le crime à un criminel et sa victime, mais il y a tellement de gens qui viennent impliquer là-dedans, qu'on pense aux policiers, aux avocats, à tout l'appareil judiciaire, mais encore plus près de la réalité puis du terrain, les proches, les familles. Quand un crime survient, c'est une bombe qui a son effet, dans le fond, qui a ses répercussions. Et est-ce que c'est de la curiosité mal placée? Est-ce que c'est... Mais pour moi, profondément, c'est un envie de voir comment ces gens-là ont géré ça et comment ils se remettent de ça. Et je pense que quand on consomme ça aussi, on peut sensibiliser aux impacts des crimes aussi... banals peuvent-ils être par moment. Là, on peut penser que quelqu'un qui a été victime d'un vol va s'en remettre, mais ça laisse des marques. Ça laisse des marques. Et c'est vraiment aussi comme je veux dire, une fenêtre sur la nature humaine aussi. Hein? Moi, ça me fait penser à l'histoire du juge Delisle. Je ne sais pas si tu avais vu ça, cette série-là, mais L'escalier, ça s'appelle The Staircase, où c'est un gars qui a été accusé d'avoir jeté sa femme en bas de l'escalier. Écoute, ça a été une saga judiciaire incroyable. Tu l'as vu, c'était passionnant, ça. Oui.
Oui, puis ça, ça donnait un coup d'œil en plus vraiment exceptionnel pour le téléspectateur parce que l'accusé dans ce dossier-là a été suivi tout au long des procédures judiciaires par une équipe de télévision. Donc, on est là en temps réel pendant que tout ça se passe devant les tribunaux. C'est vrai que c'est fascinant. Ben, en tout cas, en te lisant, on va être là en temps réel aussi dans la Cour de justice. Merci beaucoup, Catherine Lamontagne. C'est très intéressant. Journaliste d'enquête au Journal de Montréal. Ben, salut.